samedi 27 février 2016. Bienvenue dans ce journal. Le Conseil extraordinaire des ministres du G5 Sahel s'est tenu à Nouakchott les 26 et 27 courants. Les chefs d'État des pays membres du groupe avaient décidé, entre autres, de la création d'une école régionale de guerre du G5 Sahel en Mauritanie, qui entrera en fonction de 2016 d'une force conjointe du groupe ainsi que d'une compagnie aérienne régionale pour améliorer les dessertes entre les pays du G5 Sahel. Ramatadem. Un conseil extraordinaire des ministres de tutelle du G5 Sahel s'est tenu à Nouakchott les 26 et 27 courants. À l'ordre du jour de cette réunion, l'examen et l'adoption des projets de rapport et de budget du secrétariat permanent de cet ensemble. Auparavant, le comité de défense et de sécurité avait examiné plusieurs projets, notamment un projet d'accord sur le fonctionnement et l'organisation de la plateforme de coopération en matière de sécurité, un projet de texte réglementaire du Collège sahélien de sécurité et un projet de création à moyen terme d'un centre sahélien d'analyse des menaces et d'alerte précoce. C'est un maillage réussi. Dans un premier temps, de la défense et de la sécurité, et dans un second temps, celui de la sécurité au sens large et du développement durable, a résumé Najim El Haj Mohamed, secrétaire permanent du G5 Sahel. S'il est communément admis qu'il n'y a pas de développement sans sécurité, aussi, il n'y a point de sécurité sans développement. La conférence de presse sanctionnant la réunion des ministres devait être l'occasion pour la présidente du Conseil, Mme Mariam Mohamed Nour, du Tchad, de revenir sur l'importance des conclusions de la session. En termes de genèse de notre jeune organisation, comme vous le savez, le G5 Sahel a été créé ici même à Nouakchott le 16 février 2014. Donc, c'est une initiative des 5 chefs d'État des Mauritanie, du Niger, du Mali, du Burkina Faso et du Tchad pour faire face aux défis communs qui sont les leurs. Ces 5 pays sont les pays les plus fragiles parmi les fragiles, les pays sahéliens, qui ont des défis qui concernent la pauvreté, qui concernent l'avancée du désert et les changements climatiques, et qui concernent également la sécurité. Et donc, les 4 piliers sur lesquels repose la stratégie du G5 Sahel, c'est la paix et la sécurité, la gouvernance, la résilience et les infrastructures. Cette rencontre a permis de valider des textes fondamentaux dont le rapport financier et le budget 2016, le manuel de procédure, la stratégie de développement et de sécurité, le programme d'investissement prioritaire. Ce dernier texte doit être affiné avant mai 2016 pour être présenté aux bailleurs en juin de la même année. L'impression générale est plutôt bonne. Le G5, c'est un organe qui est très important pour nos 5 pays. C'est un organe sur lequel les chefs d'État, en tout cas, mettent beaucoup de confiance pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Et c'est dans cette dynamique que nous nous sommes également réunis ici pour ensemble, en tout cas, examiner un certain nombre de documents qui sont stratégiques pour, en tout cas, le bon démarrage donc, des chantiers que le G5 s'est fixé. Mais il a été question de tout ce qui peut rapprocher, y compris la suppression des frais d'itinérance entre les pays du G5 Sahel. Il s'agit de facturer les appels opérés à partir de l'un des opérateurs nationaux de téléphone au prix initial sans frais supplémentaires. C'est déjà une avancée sur la voie de l'intégration. Fatimat Ramat Dem, merci beaucoup. Le 16 février 2014, c'est la date de la création du G5 Sahel par les présidents de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Mali, du Tchad et du Niger. Ensuite, la première réunion des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation s'est tenue les 17 et 18 décembre 2014 à Nouakchott. C'est à l'issue de cette réunion que les dirigeants avaient promis de se retrouver rapidement pour peaufiner la marche du G5 Sahel afin que l'organe soit efficace pour pouvoir remplir ses missions de mise en place d'une stratégie commune dans le cadre de la sécurité transfrontalière. C'est un récit de Fatimat Diaké.
En effet, le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politique, de développement et de sécurité. Il est créé lors d'un sommet à Nouakchott le 16 février 2014 par 5 États du Sahel, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Le G5 Sahel s'est doté d'une convention signée le 19 décembre 2014. Le siège de son secrétariat permanent se trouve en Mauritanie, mais le poste de secrétaire permanent est confié au Niger. Le G5 Sahel affiche une forte volonté de développement durable par la création d'infrastructures, par la promotion de l'économie et par le développement humain. Il s'inscrit dans une forte tradition d'intégration régionale en matière de développement économique et de lutte contre le terrorisme. Il se réunit à différents niveaux, dont pour le volet militaire au niveau des chefs d'état-major des armées. Rappelons que les membres du G5 Sahel sont globalement membres d'autres organisations régionales pour chaque thématique. La Mauritanie de l'Union du Maghreb arabe, le Mali, le Burkina Faso et le Niger de la CEDEAO, le Tchad des regroupements de l'Afrique centrale. Il faut dire que depuis sa création, le G5 Sahel a pris de l'ampleur et multiplié ses actions à travers des rencontres. Le 9 avril 2014, lors de sa première réunion, ses membres ont attériné l'idée d'utiliser l'instance pour répondre aux défis sécuritaires de la bande sahélo-saharienne. 6 semaines plus tard, le 21 mai, les 5 ministres sahéliens de l'Intérieur avaient adopté une déclaration en présence de leur homologue français Bernard Cazeneuve, destinée notamment à faciliter l'échange. Le 21 mai, les 5 ministres sahéliens de l'Intérieur avaient adopté une déclaration en présence de leur homologue français Bernard Cazeneuve, destinée notamment à faciliter l'échange d'informations dans le domaine de la sécurité et de la gestion des frontières. À l'occasion de la seconde réunion du G5 Sahel, le 19 novembre 2014, à Djamena, les 5 chefs d'État ont demandé la tenue d'un conseil extraordinaire des ministres pour valider le rapport financier du budget 2015, la stratégie pour le développement et la sécurité, le programme d'investissement prioritaire et le programme d'action régionale. Fatimata Deaké, merci beaucoup. Page politique de ce journal. Nous revenons ce soir sur le meeting du RFD. Son président, justement, Ahmed Ould Daddah, a demandé la démission du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Ismaël Tangia nous fait le point. La présence est sans commune mesure avec les 3 dernières manifestations du Forum. Tout pour le réunir, le discours tranche aussi. Si au Forum, les appels du départ du président Mohamed Ould Abdelaziz ont laissé place aux demandes de dialogue, le président du RFD, Ahmed Ould Daddah, exige la démission du président et lui promet en contrepartie de ne pas être poursuivi par le peuple, s'il le fait aujourd'hui ou demain. Et dans son discours, nulle place pour le dialogue. Revigoré par les acclamations, le président du RFD apporte son soutien à toutes les manifestations de mécontentement face au régime, surtout la campagne contre le maintien des prix du gasoil. Il appelle même les usagers à arrêter leur voiture le lendemain jeudi à midi en pleine chaussée pour marquer leur mécontentement. Pour les observateurs qui suivent les actualités du RFD, on ne peut que se rappeler le dernier meeting du parti de Ahmed Ould Daddah le 25 février 2013. Presque 3 ans avant, il demandait alors sur le même ton le départ du président. C'est l'heure pour Mohamed Ould Abdelaziz de quitter le pouvoir. Et toujours la même promesse de ne pas le poursuivre s'il le faisait. À l'époque, aussi le RFD entendait faire la différence avec les compagnons de coordination de l'opposition démocratique dont certains membres s'apprêtaient à participer aux élections annoncées pour quelques semaines après. Presque 3 ans séparent les 2 prises de parole publiques et le problème reste le même. Face aux réticences du pouvoir à se démettre, qu'est-ce qui reste à faire si l'on refuse l'option du dialogue? Faire bouger la rue? Souhaiter plus ou moins publiquement un renversement du pouvoir par l'armée ou travailler à harceler le pouvoir pour perturber la situation et donner l'impression d'une instabilité récurrente? Le RFD a-t-il les moyens de cette politique de confrontation? Des questions que ne se posent pas les premiers responsables du parti, qui s'inscrivent désormais en dehors de toute logique de compromis politique avec le pouvoir actuel, quitte à rester seul sur ce sentier de guerre. C'était la page politique de ce journal. La page santé maintenant. Les médicaments constituent la pierre angulaire de la politique de santé dans notre pays. Ainsi, cette pierre est au cœur de toutes les actions du gouvernement qui visent à améliorer l'état de santé des populations. L'intérêt accordé aux médicaments en tant que moyen de prévention et de guérison de la maladie s'est traduit à travers des efforts considérables déployés jusqu'ici par le gouvernement pour assurer un approvisionnement régulier en médicaments de bonne qualité. Fatima Tadé.
En Mauritanie, la qualité des médicaments relève de la compétence du Laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments qui dépend du ministère de la Santé. Ce travail est élaboré en collaboration avec la direction des pharmacies et des laboratoires et avec la direction des douanes. Leur distribution et leur écoulement sont assurés par la centrale d'achat de médicaments essentiels et consommables, ainsi que par d'autres pharmacies agréées. En effet, depuis sa création, le Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments joue un rôle prépondérant sur le contrôle des qualités des médicaments. À chaque fois qu'un produit est contrôlé négatif, son retrait du marché est exigé par ces derniers. La plupart des commerçants défient ces règles au risque et péril des malades. Chaque entrée des produits en Mauritanie, des échantillons sont envoyés au laboratoire de contrôle de qualité. Seulement, le produit est mis sur le marché en attendant l'avis favorable. L'attention est surtout portée sur le dosage. Ici, au niveau du laboratoire de contrôle qualité des médicaments, on contrôle l'ensemble des formes pharmaceutiques qui nous arrivent, et ceci grâce à des normes internationales, des spécifications internationales. Il y a différents tests qui sont réalisés. Ce sont des tests physico-chimie, pharmacotechniques et des tests microbiologiques. On identifie et on dose l'ensemble des molécules qui viennent, qui arrivent. D'abord, il y a des tests pour confirmer si la fabrication elle est bonne. Ainsi, si le médicament qui existe, par exemple, quand on dit paracétamol 500, est-ce que d'abord c'est du paracétamol, c'est ce qu'on appelle l'identification. Et puis, est-ce que vraiment la dose c'est 500 mg, c'est ce qu'on appelle nous le dosage. Et on réalise plus d'une dizaine de tests qui sont faits sur différentes formes pharmaceutiques pour l'ensemble des produits. Une collaboration étroite entre le Laboratoire national de contrôle qualité des médicaments et la CAMEC. Ils nous envoient des échantillons tout le temps pour les contrôler. C'est dans ce sens et dans l'intérêt des milliers de malades que le Laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments a organisé hier à Nouakchott, en collaboration avec le ministère de la Santé et certains partenaires, un atelier sur la présentation des documents du système de management de la qualité du Laboratoire national du contrôle des qualités des médicaments pour la préqualification des laboratoires chargés du contrôle pharmaceutique. Parmi les plus importantes de ces mesures figure la création d'un laboratoire du contrôle de la qualité répondant aux qualifications requises au plan international, en plus de la publication d'une série d'arrêtés pour soutenir et dynamiser l'arsenal des procédures existantes ainsi que l'engagement des importateurs, des pharmacies et des dépôts à respecter, les dispositions du cahier des charges. Le directeur du Laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments a mis en exergue le souci du laboratoire depuis sa création de contrôler les médicaments périmés ou faux et de garantir que le Laboratoire national du contrôle des qualités des médicaments accomplisse sa mission dans de bonnes conditions. À noter que les faux médicaments, selon les professionnels, sont des médicaments malsains, mal fabriqués et surtout mal étiquetés, où il n'y a pas de principe actif ou à l'inverse, un principe actif en surdosage. La Cour pénale internationale accuse le Malien Ahmed Al-Mahdi d'avoir activement participé à la destruction des monuments historiques à Tombouctou, au Mali. El Ali Abbas. Accusé par la Cour pénale internationale d'avoir activement participé à la destruction des monuments historiques démolis par les djihadistes dans le nord du Mali en 2012, le présumé terroriste malien doit comparaître pour la première fois devant les juges. Ce sera à la faveur de l'audience de confirmation des charges prévues ce mardi 1er mars 2016 à La Haye. Un procès très attendu par les familles des victimes des exactions commises à l'encontre des populations, mais également par le bureau du procureur de la CPI, qui se penche pour la première fois sur un dossier des présumés des djihadistes, qui est pour un crime lié à la destruction d'un patrimoine mondialement reconnu. Selon l'accusation, l'homme serait l'un des chefs d'Ansardine, un groupe islamiste radicalement associé à Al-Qaïda au Maghreb islamique, et aurait dirigé la destruction de 10 édifices religieux dans la vieille ville de Tombouctou. Tous ces monuments dont les travaux de réhabilitation viennent de prendre fin sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Plusieurs groupes djihadistes, dont Ansardine et AQMI, s'étaient emparés des principales villes du nord du Mali en 2012, avant d'en être délogés par l'intervention militaire française de janvier 2013, considérée comme l'un des commandants d'Ansardine
Formé pour l'essentiel de Touaregs affiliés à AQMI, Ahmed El Hamdi était selon le mandat d'arrêt à la tête de la Hasb, soit la brigade des mœurs de la ville. Il aurait à ce titre été associé aux décisions du tribunal islamique, dont celle de détruire ces monuments inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Pas avant la destruction des mausolées, l'UNESCO avait inscrit la ville sur la liste du patrimoine en péril. À ce jour, ces enquêtes continuent mais demeurent au stade préliminaire. El Alia Abbas du football avant de refermer ce journal. Aïe, aïe, aïe. Non, la Liga n'est pas encore pliée. Elle l'aurait été si les deux clubs madrilènes avaient fait match nul ce samedi en milieu d'après-midi. Mais un but d'Antoine Griezmann à la 53e minute a offert la victoire à l'Atlético qui revient à 5 points du FC Barcelone en attendant la rencontre Barça-Séville de ce dimanche demain. À 9 points des Catalans, avec un match en plus, le Real Madrid peut, en revanche, définitivement abandonner ses espoirs de titre. Le Real de Zizou a été battu ce soir par Atlético Madrid sur le score d'1-0. C'est la première défaite de Zizou depuis qu'il est à la tête du Real Madrid. Voilà, c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, le rappel du titre. Clôture de la session extraordinaire du Conseil des ministres du groupe G5, aujourd'hui à Nouakchott. Comment le groupe 5 Sahel a été créé? Nous avons fait l'historique du G5 dans ce journal. Et puis la Cour pénale internationale accuse le Malien Ahmad Al-Mahdi d'avoir activement participé à la destruction des monuments historiques à Tombouctou, au Mali. Restez fidèles à Sahel TV. Merci de nous suivre. On se donne rendez-vous demain sur la même chaîne. Passez des bons moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir à toutes et à tous.